Bonjour François, Bonjour Charles. tu es député La France Insoumise. Tu as aussi été candidat à Toulouse dans les élections municipales du mois de mars. Ces élections, elles ont finalement été remportées par ton adversaire de droite, Jean-Luc Moudenc. Et je te reçois aujourd'hui parce que pendant la campagne de ces municipales, tu as été la cible de ce qu'on appelle une ingérence numérique étrangère. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ? Oui, en fait, on a été averti à la fin du mois de février par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité informatique, qu'il y avait des opérations de divulgation alors pour ma part, de mots de passe de mes réseaux sociaux, de mon adresse de domicile, mais aussi des pages de réseaux sociaux qui étaient diffamantes vis-à-vis de 3 candidats du mouvement de la France Insoumise, David Guiraud à Roubaix, Sébastien Delogu à Marseille et moi-même à Toulouse. S'ajoutait à cela le fait que pour Marseille, il y avait une campagne au-delà du numérique sur les murs de la ville qui colportait des accusations diffamatoires vis-à-vis de Sébastien Delogu. Donc, il faut s'imaginer, chacun peut se mettre à sa place. Vous êtes dans votre ville en pleine campagne, d'ailleurs campagne ou pas, vous vous retrouvez avec des affichages partout sur les murs, disant que vous êtes un violeur, disant ceci, disant cela, avec les conséquences que ça a évidemment pour votre réputation, mais aussi pour votre vie privée, pour vos proches, etc. Donc ça a été la première étape. Et à ce moment-là, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des opérations numériques visant à nuire tout simplement sur les réseaux sociaux et sur la divulgation de données personnelles. Après, on franchit une nouvelle étape à partir du 9 mars, où il y a les premières révélations qui paraissent dans la presse, me semble-t-il, Le Monde et le Canard enchaîné, mais il faudrait vérifier, qui annoncent que ces opérations donc, de nuisance, elles proviennent d'ingérences étrangères. Et c'est confirmé le lendemain par un rapport de la Viginum, donc l'office qui est chargé d'enquêter sur l'espace numérique, on va dire, ces questions-là, qui, dans son rapport, explique qu'effectivement, il y a des ingérences étrangères qui ont été détectées. Et très vite, on sait que ces ingérences étrangères proviennent d'un pays en particulier, Israël. Qu'est-ce qu'elles ont dit te concernant ces ingérences, en tout cas ces fausses informations? En fait, pour moi, il y a deux séquences véritablement liées à ça. Peut-être une troisième, mais ça, c'est l'enquête qui doit le dire. La première, c'est que tu as la divulgation de tous tes mots de passe de réseaux sociaux sur un site internet, donc accessible à tout le monde. Et ça, au début, tu t'es dit que c'était peut-être un acte de malveillance isolé, ou assez vite tu as compris que c'était une opération qui était coordonnée et que c'était quelque chose de haut niveau, on va dire? Disons que nous, les insoumis, on est malheureusement habitués à être cyberattaqués, à être insultés, à recevoir des menaces. Certains ont dû déménager de leur domicile, etc. Donc, au début, je me dis, bon, c'est un élément d'attaque, mais comme un autre, comme ceux qu'on subit pendant une campagne, surtout à Toulouse, avec la droite toulousaine qui est particulière dans ce cas-là. Donc, je le mets au même niveau que d'autres problèmes que j'ai à traiter en tant que candidat dans la 3e ville de France. La problématique, c'est que quand on divulgue tes mots de passe de réseaux sociaux et qu'après tu apprends que c'est une opération d'ingérence venant de spécialistes du renseignement, de la cybersécurité, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'ils ont pris comme données, que ce soit professionnel, privé, etc., qui t'appartiennent. Et en plus, tu as la divulgation de ton adresse de domicile dans une séquence où on reçoit régulièrement des menaces sur les réseaux sociaux. Moi, j'en ai reçu aussi à ma permanence de campagne également. Donc, on te met en danger sciemment, en fait. Donc après, bon, avec ton équipe, tu changes tes mots de passe, etc. On le fait assez régulièrement quand même. Mais ça nous expose à des attaques qui peuvent être assez graves, en fait, pour nous, tout simplement. Et du coup, ces messages laissaient entendre que si tu devenais maire, Airbus allait faire faillite ou allait partir, que tu allais appliquer la charia. Ça brossait large, quoi. Alors, en fait, il y a, là, dans ce que tu dis, il y a des choses différentes. C'est des fake news à chaque fois.
mais qui sont répandues de manière différente. La fake news Airbus, il n'y a pas besoin malheureusement d'ingérence étrangère. Il suffit de personnes qui soutiennent tout simplement Monsieur Moudinque et qui ont voix libre dans la dépêche du Midi pour répandre toutes les calomnies et les mensonges qu'ils peuvent dire dans la période de second tour. Donc ça, c'est une chose. La seconde, par contre, c'est que effectivement, les pages de réseaux sociaux qui sont issues de l'ingérence étrangère israélienne, en fait, pour ce qui me concerne, ça s'appelait Alternative 2026. Et dessus, on disait en gros que j'étais un pédophile, que je voulais rétablir la charia, etc., etc. Donc, fond d'islamophobie, calomnie, enfin les pires choses qu'on peut dire sur quelqu'un en fait, quoi. Donc, tu subis ça. Mais grâce, et je tiens à les remercier aux agents de la Viginum qui ont été réactifs, en fait, ces pages, elles ont sauté, quoi. Elles ont été signalées, elles ont sauté assez rapidement. Combien de personnes ont été atteintes, ça, aujourd'hui, je l'ignore. Et ça, c'est le travail d'enquête qui doit le dire. J'allais justement te poser la question de l'impact de cette ingérence, puisque finalement, ces fausses informations, elles ont été diffusées sur tout un tas de supports, sur Candy Crush, sur Vinted, sur la Dépêche du Midi. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact en matière d'opinion et l'impact électoral d'une telle ingérence? Est-ce que c'est possible déjà? En fait, comme je te disais, il y a eu deux séquences. Il y a eu la séquence qui est, on va dire, entre mi-février et le 10 mars, grosso modo. Où là, on est encore dans une nébuleuse, on ne sait pas bien ce que c'est, etc. Il faut attendre le rapport de Viginum. Et en gros, c'est les mots de passe, l'adresse de domicile et des pages de réseaux sociaux calomnieuses. Et puis, il y a une seconde séquence. Ça c'est avant le premier tour, du coup. Ça, c'est avant le premier tour. Ouais. Il y a une seconde séquence qui, à mon avis, est beaucoup plus importante, enfin, qui, c'est sûr, et massive. C'est la veille du second tour, la veille du second tour, où tu es en période de réserve électorale. C'est-à-dire que les candidats, les médias n'ont pas le droit de communiquer sur l'élection. On sait que l'élection à Toulouse, elle va se jouer à peu de choses. On a subi 5 jours de bashing total au niveau national, au niveau local, etc. Et là apparaissent des fausses publicités qui nous sont signalées par des gens en fait sur les réseaux sociaux, sur un certain nombre de sites. Donc tu as Candy Crush, tu as Vinted, tu as un site de paris sportifs en ligne, un dictionnaire des synonymes et le Pompon sur la Garonne, c'est le cas de le dire, le site de la Dépêche du Midi qui est censé être un site d'information et qui donc diffuse des fausses publicités. Ces fausses publicités, elles sont estampillées Demain Toulouse, donc le nom initial de notre liste. Donc c'est comme si c'était nous qui les diffusions en fait, pour les gens qui sont pas avertis, qui n'ont pas de sensibilité. Et ils voient quoi? Ils voient une publicité où on nous fait passer pour des violents, qui tapent les gens au sol. Ah oui. Une publicité. On voit, je crois, une image du film American History. Exactement. On voit le personnage avec une croix nazie en train de... Sauf qu'il a marqué LFI. Ah ça, ok, Ouais, ça j'avais pas vu. Il a marqué LFI à la place de... Enfin voilà, l'inversion totale des valeurs. Une publicité à caractère islamophobe. Voilà. Et ça, c'est géolocalisé, c'est-à-dire que les personnes qui nous avertissent sont dans Toulouse ou dans son environnement. Donc ça veut dire... C'était vraiment les Toulousains qui étaient ciblés, quoi. Exactement. Donc nous, quand on apprend ça, pour raconter un petit peu le déroulé, Vinted, Candy Crush, on ne sait pas trop comment s'y prendre pour les contacter directement. Par contre, la Dépêche, on a des numéros de la rédaction. Donc on les appelle et au début, je me souviens, ils veulent pas croire que c'est sur leur site. Okay. Et ils disent même, parce que ça a commencé à circuler sur les réseaux, et il y a le créateur de contenu Glu Patate qui l'annonce. Nous, on n'a pas le droit de communiquer. Donc, on peut même pas faire un mot disant il y a des publicités calomnieuses, c'est pas, voilà, on peut rien dire. Et ils disent non, mais c'est pas nous, c'est un montage de Glu Patate. Je me suis dit mais c'est pas possible. Et ils pensent vraiment que Glu Patate bon, déjà, il a un nom rigolo, je le salue, mais Glu Patate a fait un montage de fausses publicités. Puis ils se rendent compte que véritablement, c'est sur leur site. Et là, ils commencent à s'agiter un petit peu. Donc, ils font un petit communiqué très sobre par rapport à la manière dont ils ont couvert le reste de la campagne en étant très impliqués pour dire tout le mal qu'ils pensaient de l'Union de la gauche ou le faire dire à des gens.
et où ils disent bon, il y a des publicités malveillantes, etc., mais c'est même pas en une de leur site ou dans leur journal, alors que ça atteint aussi à leur réputation. Donc, on leur demande bon, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Donc, ils annoncent qu'ils vont éventuellement déposer plainte. Je ne sais pas à l'heure où je te parle s'ils l'ont fait. D'accord. Leur enquête interne, la seule chose que j'ai eue, c'est un mail qui me dit qu'en gros, c'est leur régie publicitaire C'est ça. qui appartient à Google, les GAFAM, mais qu'ils n'arrivent pas, ou la régie publicitaire ne veut pas leur communiquer qui a payé ces publicités, parce qu'il faut bien imaginer que payer des publicités comme ça sur des sites aussi variés, ça coûte de l'argent. Bien sûr. Par contre, ils nous disent dans le mail quelque chose d'intéressant et qui a à vérifier, c'est qu'ils n'arrivent pas parce que notamment, ils ont 22 millions d'impressions publicitaires journalières. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ça veut dire, il faut imaginer le nombre de personnes qui sont tombées là-dessus, le nombre de gens qui vivent à Toulouse qui se disent bon, demain c'est le second tour, pour qui je vais voter? Je vais aller faire un petit tour sur le site d'un des médias locaux, en l'occurrence La Dépêche du Midi, donc qui tombent sur ces publicités-là et ils se disent ah vraiment, c'est vrai ce qu'on nous avait dit, François Piquemal, islamo-gauchiste, il veut rétablir la charia, etc., etc. Donc, on peut me raconter les choses comme on veut. Il y a forcément eu dans cette séquence-là des gens dont l'opinion a été altérée en fait par les publicités et ça a participé à un discours plus général qui visait à essayer de descendre notre candidature, quoi. Ouais. Alors, une plainte a été déposée, un recours a été déposé. Est-ce que tu penses que le tribunal administratif va pouvoir annuler l'élection? J'imagine que c'est ce que vous espérez. En fait, là, on est face à un cas exceptionnel. Ouais. C'est-à-dire qu'un recours électoral, bon, ça dépend un peu de l'écart de voix. Là, l'écart, il est assez signifiant, bien qu'il y ait eu beaucoup de participation. Mais les révélations qu'on a eues depuis qu'on a déposé le recours sont, je dirais, c'est du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu, en tout cas en France. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une entité qui s'appelle Blackcore, Une entreprise israélienne. voilà, une entreprise israélienne qui se vante en plus de pouvoir créer des milliers de faux profils, qui se vante d'ailleurs que son activité principale, ce soit les campagnes d'information et de désinformation, la guerre numérique. On se rend compte que Blackcore, il y a des gens, des anciens du service de renseignement cyber israélien, dont l'ancien chef de la cybersécurité d'Israël. Donc, si tu veux, moi, j'ai tendance à dire, je me retrouve un petit peu dans une situation où chaque jour, parce que j'apprends ça par la presse, ou chaque semaine plutôt, ça prend une dimension. Oui, tu te retrouves dans un polar limite. Le bureau quoi. des légendes. Ah ouais, c'est ça. Je me dis, je suis dans le bureau des légendes, Ouais. et en fait, qu'est-ce que je vais apprendre la prochaine fois? Ouais. C'est-à-dire quand je regarde les individus, les noms des individus, la proportion que ça prend, j'imagine l'argent qui a été investi là-dedans pour atteindre en fait l'élection municipale de Toulouse, j'hallucine un peu pour tout te dire. Mais il faut, et on le doit, je pense, aux Toulousaines et aux Toulousains, il faut que la vérité soit faite et donc qu'il y ait des investigations et des enquêtes. Je pense aussi, et de toute façon les gens me le disent, ils ont la sensation de s'être fait voler l'élection. C'est-à-dire, tu participes à ton élection municipale où tu vas choisir ton maire, son équipe, un programme, le destin de ta ville. Et au milieu de ça, tu as des ingérences israéliennes qui viennent se mêler, qui diffusent des fake news et qui, en fait, d'une manière ou d'une autre, altèrent l'élection à laquelle tu participes. Donc, en fait, il faut que le juge décide si oui ou non l'élection doit se refaire. Moi, je pense qu'au vu des faits qui sont révélés jusqu'à présent, il faut qu'elle ait de nouveau lieu. Après, je suis pas objectif forcément, mais ce qui est aussi préoccupant, c'est le fait que le gouvernement ne veuille pas diffuser les deux rapports qui apparemment détaillent un petit peu les ingérences, quoi. Alors ça, on va y revenir, mais je voulais aussi aborder un point de ta plainte, puisqu'elle concerne aussi des insultes et des menaces que tu as reçues
alors pas uniquement en ligne, mais aussi dans la vie réelle. Et c'était le 19 mars, lors d'une cérémonie d'hommage aux élèves de l'école Ozar Hatorah, qui ont été assassinés par Mohamed Merah en 2012. Est-ce que tu penses que cette tentative de bordélisation, on va dire, qui était assez intense, est-ce que ça aussi, tu penses que ça a été organisé? Alors, moi, c'est une cérémonie pour bien comprendre, en mars 2012, moi, j'étais à Toulouse et toutes les Toulousaines et Toulousains qui y étaient se souviennent de ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui nous a meurtris, qui nous a frappés. Moi, depuis que je suis élu, j'essaye d'y aller chaque année. C'est peut-être arrivé que j'y aille pas parce que j'avais des impératifs à l'Assemblée, mais chaque année, j'y vais et en moyenne, sauf quand il y a des anniversaires, les 10 ans et cetera, en moyenne, il y a une centaine de personnes. Là, quand je suis et ça se passe bien. C'est un moment de recueillement, tout le monde respecte ça et c'est normal. Ça n'empêche pas qu'à côté puisse y avoir des discussions, mais toujours dans un cadre qui reste normal, quoi. Cette année, quand on y est allé, moi j'ai compris tout de suite. C'est-à-dire, là, il n'y avait pas une centaine de personnes, il y avait 250, peut-être 300 personnes qui étaient chauffées à blanc, avec quelqu'un avec un mégaphone. J'avais jamais vu ça dans une cérémonie de recueillement, qui hurlait des slogans. Bon. Dès qu'on est arrivé, heureusement, j'étais escorté par le service d'ordre de la campagne et je tiens à remercier ses membres encore une fois. On a été insultés, on a été menacés de mort, on a été hués. Et quand je dis on, c'est moi, les élus municipaux d'opposition, François Briançon, le candidat socialiste avec qui nous avons fait la fusion. Bref, on est arrivé dans ce qui ressemblait à un traquenard. On nous a disposés en ligne protocolaire et à chaque fois qu'on allait déposer nos gerbes, on avait le droit à des huées, à des insultes, au mégaphone, devant le préfet et devant le maire de Toulouse, qui est l'organisateur de la cérémonie. C'est-à-dire, c'est une cérémonie organisée par la municipalité. Donc, c'est sa responsabilité de faire en fait régner la concorde, l'ordre et le fait qu'elle se déroule correctement. Il n'y en a pas un des deux qui a levé le petit doigt. Au contraire, M. Moudenc a été acclamé quand il est arrivé. Et donc, moi, Adrien Clouet, Anne Stambach-Ternoir, qui sont les députés insoumis de Toulouse, on a été hués. Sébastien Vincini, qui est président du conseil départemental socialiste et pour l'Union de la gauche, a été hué, traité de traître et autres. Bref, une ambiance délétère. Je tiens à dire aussi que j'étais accompagné de Jean-Claude Gourdin, fils de déporté, avec qui j'avais été aux 80 ans de Buchenwald, de la libération de Buchenwald, qui lui aussi a été secoué, et Axel, qui est un jeune qui était élève à Ozar Hatorah au moment des attentats, et qui a été menacé de mort. Lui aussi. Menacé de mort. Et ça, il y a des vidéos, et j'espère que les auteurs paieront devant la justice. Bref, on a appris par la suite, dans un article de France 3, que les équipes de France 3 Télé avaient été averties quelques jours plus tôt qu'il fallait venir avec des caméras parce que, je cite, il y allait y avoir du grabuge. On sait qui les a avertis. C'est France 3 qui le dit, les journalistes de France 3 qui le disent. Et c'est monsieur Franck Touboul, qui est le président du CRIF à Toulouse et qui est aussi un des principaux rabatteurs de dons de M. Moudenc, qui est un soutien autoproclamé de M. Moudenc. Il a fait des vidéos, des expressions publiques pour dire tout le bien qu'il pensait de M. Moudenc. Donc, quelqu'un appelle avant les médias pour leur dire « venez, il va y avoir du grabuge ». Si ce n'est pas une préparation ou une planification de quelque chose, chacun l'appellera comme il voudra et se fera son avis. Donc oui, je pense qu'il y a eu une planification, évidemment. Et d'ailleurs, le SNJ, le Syndicat national des journalistes de France Télévisions, ne dit pas autre chose dans son communiqué et dit pire, que la rédaction de France 3 Télévisions n'a pas averti son équipe qui allait sur place que c'était organisé, de manière à laisser penser que c'était quelque chose de spontané.
Et moi, je tiens à remercier Latifa Ibn Ziaten, qui est une des mères d'un des soldats qui a été assassiné par Mohamed Merah pour ses mots, qui a rappelé qu'une cérémonie de recueillement, c'était une cérémonie de recueillement. Il y a un temps pour la conflictualité politique, etc., mais il y a un temps aussi pour l'hommage aux victimes. Et pour moi, ces gens, en fait, ont souillé l'hommage aux victimes. Et le lien, moi, que je tire, si tu veux, entre l'opération d'ingérence étrangère israélienne et cette cérémonie, c'est que parmi les insultes que j'avais, il y avait « retourne sur la flottille »,« va crever avec tes amis à Gaza »,« Israël vivra », etc. Donc des slogans qui clairement étaient des slogans politiques de soutien à la politique de Netanyahou et au génocide en cours à Gaza. Et ces personnes qui ont fomenté, j'ai envie de dire, ce traquenard du 19 mars, sont des soutiens affichés, publics, de la politique de M. Netanyahou. Et d'ailleurs, M. Moudinque est soutien de la politique de M. Netanyahou. Il a refusé d'éclairer le Capitole aux couleurs de la Palestine, alors qu'il l'a fait pour l'Ukraine et pour Israël, par exemple. Il a censuré une exposition de Médecins sans frontières sur Gaza. Son adjointe à la culture, Madame Yardeni, a dit en conseil municipal, donc c'est public, qu'on ne devait pas employer le mot de génocide pour ce qui se passait à Gaza. Elle a été aussi bordélisée avec d'autres des manifestations de soutien au peuple palestinien. Bref, il y a un parti pris qui est très clair de ce point de vue-là et qui s'est répercuté clairement le 19 mars. Ok. Si on revient sur l'aspect numérique, on n'a pas encore identifié clairement qui étaient les commanditaires, même si il y a plusieurs entreprises israéliennes quand on tire le fil. En quoi penses-tu que Israël ou ces entreprises auraient intérêt à te nuire, toi? Alors moi, je pense qu'il y a deux échelles. La première, c'est nuire à la France insoumise et à toutes celles et ceux, de manière plus globale, qui critiquent la politique du gouvernement Netanyahou et qui ont annoncé qu'ils allaient avoir des actions de solidarité envers le peuple palestinien. Nous, dans notre programme, on a dit qu'on allait suspendre le jumelage avec Tel Aviv, qui est en cours à Toulouse, comme d'autres villes l'ont fait d'ailleurs, hein, Bruxelles, La Rochelle, Barcelone, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. J'ai participé à la flottille pour Gaza, donc j'ai été dans les prisons israéliennes, etc. Et mon engagement là-dessus, il est connu, l'engagement de la France insoumise aussi. Et Toulouse est là, mine de rien, la bientôt troisième ville de France. Donc il y avait un enjeu aussi peut-être important, mais je pense qu'il y a des collusions, et ça l'enquête doit le dire, entre des personnalités toulousaines. Par exemple, on sait que Blackcore et les premières ingérences ont un point commun, c'est qu'elles ont relayé des publications d'Elnet France. Oui. Les bots, en tout cas les faux comptes, sur X notamment, je crois, c'est ça? Oui. Qui ont colporté ces fausses informations sur toi. Sur leur profil, on peut voir qu'elles avaient effectivement partagé des publications d'Elnet. Donc, si on le rappelle, un réseau pro-Israël qui est proche de Netanyahou. Exactement. Et qui est le dirigeant d'Elnet France? C'est monsieur Arié Ben Semoun, qui est l'ancien président du CRIF Toulouse et qui a fait une vidéo, c'est public, hein, chacun peut la voir sur Instagram par exemple, d'appel à voter pour monsieur Moudinque. Donc en fait, il y a tout un lot de personnalités qui se connaissent, qui se soutiennent, qui ont une position politique commune sur la question de ce qui se passe en Israël. Et finalement, tu te retrouves avec des ramifications qui doivent être investiguées, en fait, tout simplement. Ouais. Il y a énormément d'efforts, j'imagine que ça tu l'as remarqué pendant la campagne, qui sont faits pour associer les critiques vis-à-vis d'Israël à de l'antisémitisme. C'était vrai avant le 7 octobre, mais ça a augmenté, quoi. Comment est-ce qu'on fait quand on est élu pour déjouer cette instrumentalisation et à la fois être rigoureux dans la lutte contre l'antisémitisme qui reste présent en France? Tu sais, ça c'est une vraie question parce que moi j'étais prof d'histoire pendant plus de 10 ans.
Donc la question de l'antisémitisme, de la lutte contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de racisme, mais l'antisémitisme au regard de l'histoire de notre pays, à travers les siècles d'ailleurs, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. C'est la fameuse phrase de Frantz Fanon. Quand on parle du juif, tends l'oreille, bientôt on parlera de toi. Et donc, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, bien avant le 7 octobre, on avait déjà cette accusation en antisémitisme qui était prononcée par certains, de manière odieuse, diffamatoire et autres. Mais on voyait bien que pour eux, et ils ont raison, c'est une des insultes suprêmes. Donc ils savent qu'en faisant ça, ils nous blessent. Ils le savent. Et ils savent qu'en faisant ça, ils essayent en tout cas de nous disqualifier. Et en fait, tu vois, on parlait de la cérémonie du 19 mars et c'est intéressant parce que récemment, j'écoutais Omer Bartov, l'historien de la Shoah, qui vient de sortir un livre que je conseille à tout le monde, où il explique justement que oui, il y a bel et bien un génocide à Gaza, comment on en est arrivé là. Il critique aussi la politique de l'État d'Israël. Le titre du livre, c'est Israël, la course vers l'abîme, édité au Seuil et qui est vraiment génial. Et quand on est arrivé à la cérémonie du 19 mars, tu sais, la première personne qui a été menacée de mort, c'est pas moi, c'est Axel, qui est un ancien élève d'Ozar Torah et qui est de confession juive. C'est-à-dire que les premières victimes de celles et ceux qui rentrent dans la folie frénétique de la politique de Netanyahou, ce sont précisément les personnes de confession juive qui refusent d'être amalgamées à la politique de Netanyahou et à ce qu'il fait en Israël. Et ça me rappelle aussi ce qu'on dit, par exemple, sur les musulmans, quand tu as des mouvements djihadistes. Moi, je l'ai vu quand j'étais au Mali, j'ai vécu au Mali pendant quelques mois. Les premières victimes des mouvements extrémistes, fanatiques, religieux, c'est souvent d'autres personnes de la dite religion qui les subissent. Et finalement, là, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui s'éclaircit, parce que ça va trop loin, ça va trop fort. Quel soutien, quelle personne qui juste dit d'où on est pour le droit international et pour la paix ne s'est pas fait traiter d'antisémite. Tout le monde y est passé. Le pape, Dominique de Villepin, Jean-Luc Mélenchon, bref, toutes celles et ceux qui à un moment posent le fait que la politique de Netanyahou, c'est pas possible, en fait, ils se font traiter d'antisémites. Et de cette manière, c'est ça le pire, c'est qu'on galvaude le combat contre l'antisémitisme. À la fin, ça ne veut plus rien dire, quoi. Si tout le monde est antisémite, à la fin, c'est... Il y en a déjà assez en France et dans notre histoire pour qu'on en invente. Bien sûr. Voilà. Mais c'est quelque chose, parce que moi, je l'ai observé en allant dans des pays, d'autres pays européens, qui est vraiment aussi lié à notre histoire. En Espagne, par exemple, il n'y a pas de débat. Tout le monde est d'accord pour dire que le gouvernement de Netanyahou est un gouvernement criminel, génocidaire, et il n'y a personne qui va aller dire le contraire. En Grèce, c'est pareil, en Irlande également, etc., etc. Donc je pense qu'il y a une vraie problématique qui se pose en France, qui est liée aussi au réseau d'influence du gouvernement israélien, du gouvernement Netanyahou. On a parlé d'Elnet, c'est un vrai problème, Elnet en vérité. J'espère qu'il y aura une enquête sur eux et surtout que les mauvaises pratiques avec ce réseau d'influence cesseront. C'est comme si nous, on avait un réseau... Enfin, il faut imaginer, il y aurait un réseau d'influence... je sais pas, d'un pays comme le Venezuela, qui aurait autant d'ampleur. Oui. Enfin, j'imagine les gros titres. C'est clair. Là, Elnet, bon, c'est tranquille, on vote le gouvernement de Netanyahou, etc., mais ça passe tranquille. Donc, comment combattre l'antisémitisme tout en étant ferme sur le droit international et ferme sur le fait que oui, les Palestiniens ont le droit à l'autodétermination et que oui, ils ont le droit à la paix, que oui, ils ont le droit à leurs terres. Bien, je pense qu'il faut soutenir et aider toutes celles et ceux qui ont le courage, notamment parce que de confession ou d'origine juive, de se lever et de dire « pas en notre nom ». Nous, par exemple, à Toulouse, on va bientôt faire une formation avec le Tzedek, c'est un exemple. On a aussi des événements mémoriels auxquels on participe. Voilà, je pense que tout est bon pour, en tout cas, se former sur ces questions-là et être le plus carré et structuré possible et être les premiers combattants pour combattre justement l'antisémitisme. Voilà. Le pire sur la question, tu sais, de la lutte contre l'antisémitisme, je vais te dire à Toulouse, oui. c'est que Monsieur Moudinque,
lui, il a invité au Capitole des membres du syndicat l'UNI qui avaient fait des saluts nazis et des jeux antisémites. Et il n'y a pas eu un communiqué, par exemple, du CRIF pour dénoncer ça. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le CRIF à Toulouse n'est plus les représentants autoproclamés des personnes de confession juive. D'ailleurs, moi, j'en ai beaucoup qui m'ont écrit pour dire qu'ils avaient trouvé ça dégueulasse, ce qui s'était passé le 19 mars, mais davantage un groupe de lobbyistes pour le gouvernement israélien. Voilà. Je vais juste ajouter cet élément. C'est cool que tu aies précisé. Du coup, dans moins d'un an, l'élection présidentielle arrive. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire, ou qu'est-ce que le législateur peut faire pour éviter que de telles ingérences se reproduisent à un niveau, cette fois-ci, national? Je pense que ce qui est arrivé là durant cette campagne municipale, c'est, si on laisse faire, quelque chose qui va se reproduire, évidemment. Parce que c'est ce qui est testé et regardé. C'est est-ce que des opérations d'ingérence qui ont de l'influence, comment ils réagissent? Est-ce qu'ils sont fermes? Est-ce qu'ils disent, bon, circuler, il n'y a rien à voir, on ne sait pas trop, on verra plus tard. Bon. Et puis aujourd'hui, c'est nous. Mais demain, peut-être que ce sera d'autres mouvements ou partis politiques. D'ailleurs, M. Bournazel, à Paris, on sait qu'il y a eu une opération d'influence russe, par exemple, sur sa campagne. Donc, c'est un enjeu de souveraineté démocratique. C'est-à-dire, est-ce que nous, le peuple français, on peut avoir des élections qui ne sont pas altérées par des puissances étrangères qui viennent s'en mêler d'une manière ou d'une autre? C'est ça qui est posé, en fait, à tout le monde. Et le gouvernement, aujourd'hui, doit déposer ou proposer une proposition de loi qui soit carrée sur le fait de protéger les élections, quelles qu'elles soient, de ces ingérences étrangères. Nous, il se trouve qu'on a déposé de nombreux amendements sur les propositions de loi avec la France Insoumise, notamment pour renforcer les moyens de Viginum et des agences de l'État qui traitent ces problèmes. Parce que souvent, ce qu'on nous dit, c'est nous, on peut constater, on peut détecter, mais il nous faut du temps. C'est normal, du temps et des moyens pour investiguer et pour trouver tous les tenants et les aboutissants d'une ingérence. Donc je pense qu'effectivement, il y a urgence à ce qu'une proposition de loi de la part du gouvernement soit déposée, qu'ils allouent des moyens conséquents, humains et matériels, aux agences de l'État qui sont en charge de ces questions-là et qui font du mieux qu'elles peuvent, je le sais, mais avec des moyens limités, pour éviter qu'à la prochaine présidentielle et aux élections qui suivront, on ait le même problème. Parce que investiguer une fois que le mal est fait, c'est une chose, mais est-ce que c'est possible de prévenir, d'empêcher ou limiter au maximum les impacts? Je pense que, tu vois, on en parlait tout à l'heure, en fait, c'est sûr que quand ces calomnies, elles t'arrivent, elles sont placées à des moments, sciemment, où tu vas pas pouvoir répondre, où tu vas pas pouvoir t'en défaire. Tu sais, on te salit, il en reste un truc. Même si c'est pas vrai. Je peux dire une méchanceté sur quelqu'un, il va toujours rester « Ah, mais peut-être que à la fin, oui, mais ah, mais on m'avait dit ça, etc. » Quand c'est matraqué. Donc, agir sur le moment, je pense que la Viginum a essayé de le faire autant que possible. Bon, la veille du second tour, c'était une proportion telle et tellement, estomacant, entre guillemets, que c'est compliqué. Mais en tout cas, je pense que quand on détecte des entités qui viennent d'un pays dont on sait que les influences sont proches du gouvernement, la moindre des choses, c'est de convoquer l'ambassadeur et de lui dire maintenant, vous rendez des comptes ou alors il y a des sanctions qui s'impliquent. Je pense que ça, par exemple, ça peut être assez coercitif pour que d'autres puissances se disent, bon, quand on fait ça, après, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, exactement. Aujourd'hui, il n'y a rien. Ouais. C'est circulé. Open bar, quoi. Nos amis, les Israéliens, etc. Bon. Donc, déjà, on pourrait commencer par ça. Et ensuite, plus la Viginum aura de moyens, plus les agences de l'État en auront, plus ils pourront détecter rapidement, intervenir aussi efficacement, et puis le dire clairement, publiquement. Et quand on a des rapports de l'État qui sont bloqués, bah, ça participe au fait qu'on se dit, en fait, notre gouvernement n'est pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Pourquoi? Au contraire, il faut le dire publiquement, il y a eu ça. Maintenant, les conséquences, ça va être ça pour celles et ceux qui sont venus s'ingérer dans les élections qui ne leur appartiennent pas. Ça me semble finalement assez logique ce que je dis, mais, oui, ça l'est, ouais. Mais voilà, on en est là. Quand tu as compris ce qui t'arrivait,
Comment tu as réagi? Est-ce que tu étais préparé à ça? Est-ce que tu pensais que ça pouvait t'arriver? Non, franchement, c'était pas dans les hypothèses que j'avais prévues. Et pourtant, quand on fait une campagne municipale à Toulouse, on connaît les pratiques de la droite toulousaine. C'est, une équipe, celle de monsieur Moudin, qui a des pratiques sales. Faut savoir qu'il y a 6 ans, ils ont mené une campagne homophobe sur le candidat de l'Union de la gauche qui était Antoine Maurice. Il y a même un ancien collaborateur de monsieur Moudin qui a été condamné pour ça. Qu'ils diffusent des fake news, ça, je suis habitué. Qu'ils vont répandre des calomnies ici ou là. Mais on est tellement à armes inégales. Il a le double de budget de campagne que l'on a. Il a les moyens institutionnels dont il a pu bénéficier les années précédentes. Il a un média local qui lui est assez favorable, etc. Que tu te dis, ils vont pas rajouter en plus le fait d'utiliser. Alors, je dis pas, c'est pas l'équipe de monsieur Boudin qui a fait ça. Ça, l'enquête le dira ou non, mais je pense pas que directement, j'ose espérer que directement, ils sont pas liés à ça. Mais tu te dis, si en plus tu as une ingérence comme ça qui entre en cours, en fait, le miracle, à la fois quelqu'un m'a dit ça, mais en fait, le miracle, c'est que vous ayez fait 79 000 voix dans ce contexte. Et ce qui est très compliqué, c'est que tu sors de l'élection et tu es encore dedans. C'est-à-dire que... Tu es encore dans... avec les procédures, Ah ouais. les articles qui sortent, et tu as le sentiment, en fait, de dire il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas dans le cadre, on va dire, démocratique, dans le cadre, entre guillemets, fair play d'une élection. Merci beaucoup. Merci Charles. Voilà, l'entretien est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos pour vivre moins con, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt.